Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du ZCL. Aujourd'hui, vendredi 10 mai. Nous serons ensemble jusqu'à 14 h. Nous allons recevoir plusieurs invités, dont certains sont déjà sur le plateau. Donc, nous avons Jacques Davila pour sa chronique Bleu en toute sauce. Bonjour. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Surtout un jour d'anniversaire de la première abolition qui nous concerne. On recevra aussi Monsieur Alain Plaisir, donc président du CIPA. Il nous parlera d'une invitation à la journée citoyenne qui aura lieu le dimanche 12 mai. Bonjour. Bonjour bienvenue. Et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 10. Oui. Ensuite, nous aurons différents invités, dont Valérie Baltide, Jean-Manuel Rosette et Samuel Ambroise. Ils nous parleront d'événements en lien avec l'ESAT, la maison d'accueil spécialisée. On verra ça ensuite sur le deuxième plateau, ainsi qu'avec Marilène Ferdi, donc directrice opérationnelle du Campus Luminance. Il sera question du journal Campus Luminance. Donc voilà, pour les invités du jour. Au niveau de l'actualité, on parlera de la cérémonie du 8 mai qui s'est déroulée sur la commune de Gourbert. L'occasion de revenir sur ces commémorations avec différentes manifestations qui ont eu lieu, décorations, messages et chants pour la commune de Gourbert. Il sera aussi question des centenaires et notamment de Madame Nébor-Germaine sur Petit-Bourg qui a fêté ses 100 ans. On a de plus en plus de super centenaires en Guadeloupe. Il sera aussi question de la conférence Mai des libertés sur Sainte-Rose, donc dans le cadre d'une manifestation qui aura lieu jusqu'au 31 mai sur la ville de Sainte-Rose avec différentes illustrations, notamment en matière de qualité de carrefour des peuples. On reviendra sur ce sujet. On va commencer par les cérémonies du 8 mai à Gourbert, donc qui se sont déroulées sur la commune. L'occasion de revenir sur cette cérémonie et les personnalités politiques, civiles et militaires qui ont pu compter. Voilà, on voit un reportage de Gérard Loiseau. C'est une constance de marquer ce 8 mai en mémoire de la guerre de 1945, 39-1945, et on a voulu cette marche qui a pris le départ au niveau du collège Richard Samuel pour arriver au niveau à la mairie, devant le monument aux morts, et marquer de manière très solennelle ces événements, rappeler, transmettre et surtout l'accompagner aussi des enfants, des seniors pour montrer le côté intergénérationnel et perpétuer cette mémoire. En tout cas, c'est important chaque année, dès qu'on peut être présent, d'être là. Je crois que mon grand-père a été également dissident dans le cadre de la guerre. 8 mai 1945, c'est un moment important pour les élus, un moment de fraternité et de mémoire pour ceux qui ont donné leur vie pour libérer le pays. Guadeloupe déjà, on a beaucoup d'Antillais qui sont partis combattre au nom de la France, donc en honneur de nos grands-parents, nos grands frères et nos aïeux, il est important de commémorer le 8 mai. Au-delà de cette guerre, on a pu comprendre aussi les méfaits du nazisme, de la barbarie, mais aussi l'intérêt d'être plus tolérant et d'être solidaire. Et c'est en cela aussi qu'il faut commémorer ces événements des valeurs éthiques, mais aussi cette convivialité qu'on peut avoir entre les peuples et aussi l'esprit même de l'Union caribéenne, l'Union européenne. Il faut transmettre l'histoire. Il faut que, comme le maire a fait un discours très poignant, il faut que l'émotion, il faut que les jeunes puissent savoir qu'il y a des anciens qui ont milité pour qu'aujourd'hui je puisse moi avoir ma belle cravate, mon costard et faire le beau là, pourquoi pas. Mais avant, il y avait un combat et certains courageux, ils ont porté ce combat-là. Donc tous les 8 mai, dès qu'on peut, il faut pouvoir dire merci parce qu'aujourd'hui on est libre, on est debout, on n'est pas allemand, on est français, on est guadeloupéen certes, mais on aurait pu être des Allemands. Et si on n'est pas allemand aujourd'hui, il faut pouvoir quand même dire merci à ceux qui se sont battus. Voilà, on va revenir sur l'actualité tout à l'heure. On va recevoir notre premier invité, donc Monsieur Davila, et faire justement le point par rapport aux différentes politiques en matière d'eau. Qu'est-ce qui a avancé depuis votre dernier passage? Rien, ça s'est aggravé. Au moins c'est clair. Rappelez-vous, nous avons une ministre qui vient à Trois-Rivières dans les circonstances de travaux irréguliers qui vont faire l'objet de procès prochainement, car le dossier technique a été mal conçu, le dossier financier mal monté, parce que c'est une hérésie technique, administrative,
vraiment, c'est à se demander comment peut-on accepter en plein 21e siècle des choses administratives aussi délétères, aussi inacceptables, alors que nous n'avons jamais eu autant de super soi-disant techniciens administratifs, financiers, génociaires, comptables et autres dans les administrations départementales, régionales, à la préfecture, qui a un contrôle de légalité qui dysfonctionne de manière pérenne, ce qui ne doit pas perdurer. Car, usagers, vous devez savoir qu'entre le dernier moment et aujourd'hui, où nous nous sommes vus, il y a eu une commission d'enquête nationale qui est venue à la demande d'associations dont la nôtre, à l'effet de mettre le nez dans ce qui se passe dans l'eau du plan Eau-d'Homme, et particulièrement sur la réquisition, c'est porté particulièrement, regardez les comptes de la Guadeloupe. Ensuite, vous avez cette commission, une commission d'enquête interrégionale de la Cour des comptes, parce que vous en avez pour preuve, on a installé un procureur financier près de la Cour des comptes Antilles-Guyane maintenant pour mettre le nez dans les choses. Vous avez encore une instruction qui est ouverte contre le SMGAG pour regarder qu'est-ce qui se passe, parce que ce n'est pas possible. Depuis le 1er août 2021 jusqu'à aujourd'hui, la situation ne s'est pas améliorée en dépit de pseudo-managers que l'on a mis et de management de politique. Nous avons des résultats qui sont absolument surprenants, que ce soit, regardez le nombre de tours d'eau augmenté, le nombre de la facturation est pire. Nous avons des élus membres du SMGAG qui prennent des positions publiques contraires alors qu'elles ne participent jamais aux réunions. J'en veux pour preuve le président de l'association des maires, maire du Lamentin, qui dénonce quelque chose qui perdure chez lui depuis des années, de même que la maire de Déé, qui a été incapable de prévoir les problèmes de l'assainissement alors qu'elle a fait des réunions pour l'eau et ainsi de suite. Il n'y a pas de politique. Ce n'est pas cohérent, ce n'est pas coordonné et il n'y a pas un patron. En plus, nous nous retrouvons dans un gouvernement à 4 où on se retrouve avec une bizarrerie. On se retrouve à la fois avec le préfet qui est chargé, quand ça ne va pas, d'assurer, ne serait-ce que pour les besoins de santé, sanitaires et sociaux, le respect des procédures d'hygiène et de l'eau. Et en même temps, il se retrouve jugé parti dans la gouvernance à 4. On ne peut pas être jugé parti, c'est un principe fondamental du droit français, confirmé par la jurisprudence constante du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. On aurait dit qu'on se retrouve comme si nous nous battions à l'époque de l'abolition. D'un côté, nous voulons l'abolition, nous voulons que ce soit le maître qui soit abolitionniste. Donc, c'est un paradoxe qui est devenu contradiction. Il faut que le dire soit en harmonie avec les faits et que les Guadeloupéens assument les conséquences de leur choix et disent clairement ce qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, changer? Eh bien, il faut tout améliorer, il faut se confronter à la réalité. Je rappelle que bien avant, quand la préfiguration du SMGAG, ce qui est devenu le SMGAG, avait été faite, il y avait une hypothèse qui avait été émise qui consistait en la création d'une SPL, c'est une société de droit public local, où il n'y aurait pas eu un élu, les élus seraient SMGAG et le SPL assurerait l'exploitation. Rien que des professionnels et de la compétence. Et à ce moment-là, sans état d'âme, ce truc-là aurait pu fonctionner avec un différé de 2 ans plus 3 ans, ce qui faisait 5 ans pour mettre de l'ordre dans la maison, licencier, harmoniser et surtout faire de la montée en compétences et apprendre à travailler de manière cohérente. Parce que les gens n'ont pas l'habitude de travailler. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où il y a des semi-fonctionnaires qui ne savent pas ce que c'est que la déontologie ni le sens du service public. Ça veut dire que ça permettrait d'être impartial et d'avoir des vraies compétences. Oui, parce qu'un des principes de l'administration, c'est d'être équitable. Mm-hmm. C'est la règle fondamentale de droit, l'équité. Et nous n'avons pas d'équité. Il n'y a pas de service à l'usager. On ne tient pas compte des désirata à l'usager alors qu'elle est censée avoir une représentation dans une commission de surveillance que l'opinion publique a baptisée commission de connivence parce qu'elle se retrouve avec à peine un quart depuis 2 ans
de gens présents en réunion, vous avez 3/4 des gens qui ne viennent pas, qui ne s'excusent pas, dont Mme Duflo, par exemple. Mme Duflo est membre de la commission de surveillance au titre du conseil régional. Elle n'a jamais mis les pieds en 2 ans. Donc, ce sont des choses inacceptables. On ne peut pas se transformer ou s'autoproclamer défenseur des usagers. Et je rappelle très souvent aux élus, les usagers sont citoyens électeurs. Et il faut que les usagers acceptent les conséquences de leur choix, parce que s'ils ne savent pas choisir, ils ont qu'un droit maintenant, c'est de se taire. Qu'est-ce que la population pourrait faire? Elle n'a qu'à aller dans des associations efficientes, parce qu'il y en a, et faire ce qu'il y a lieu de faire. La seule manière de faire ce truc fonctionner, c'est de porter plainte. Pas de porter plainte gentiment, parce que vous avez des tas de gens qui font la poule. Il faut arrêter, il faut choisir. Choisir, c'est décider et vouloir. Il faut manifester son vouloir. Et les gens ne savent pas faire ça. Du moment qu'il s'agit de poursuivre, nous nous retrouvons avec tout le monde qui a fait la poule. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas continuer. Il faut du courage, de la détermination pour que nous allions arriver. Quand j'entends un directeur général délégué faire des choses qui sont contraires à sa mission alors qu'il est employé de l'Office de l'eau, mis à disposition, il n'a pas mandat dans la convention de mise à disposition pour recouvrer les taxes de l'Office de l'eau, ni de l'octroi de mer, et encore moins de la TVA qui ne reverse pas. Il a signé une convention de moratorisation des sommes prélevées qui n'a pas reversé. Cela relève du pénal. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas réglé. Vous avez une commission de surveillance qui dysfonctionne. Jusqu'à aujourd'hui, le préfet n'a pas modifié son arrêté préfectoral pour résoudre les omissions, démissions, ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous avez une foultitude, j'emploie le terme, ce néologisme à dessein, d'avis définitifs de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes Antilles-Guyane, sur des régies qui... Les comptes ne sont pas arrêtés, alors que les comptes devraient déjà être arrêtés depuis plus de 20 mois. On s'aperçoit que ce n'est pas arrêté, donc n'importe qui a fait n'importe quoi. Il y a eu des aubaines salariales. Un principe de la fonction publique, quand vous avez touché un salaire indu ou une prime indue, vous devez la récupérer. Ça s'appelle une répétition. Les répétitions ne sont pas faites. Comment voulez-vous, je ne parle même pas du problème du chlordécone. Rappelez-vous la chlordécone où il y a eu omission, dissimulation, rétention d'informations. Il n'y a pas eu de poursuite. C'est pour ça que nous sommes en appel, et il y a un pourvoi en Conseil d'État aussi, sur le fait qu'il y ait eu un non-lieu pour l'affaire de la chlordécone. Et il faut que les Guadeloupéens se mobilisent et qu'ils aient le courage de dire ce qu'ils veulent. Car quand j'entends dans les publicités de l'ARS qui doit regagner la confiance de l'opinion publique, que allez faire vos analyses pour savoir si vous avez de la chlordécone dans le sang. Si vous avez de la chlordécone dans le sang, ce n'est pas une maladie. Alors justement, depuis 1970, on a annulé la chlordécone compte tenu de l'immensité des dégâts cancérogènes qu'elle faisait. Donc en fait, porter plainte. Et est-ce que vous pensez qu'il y aura vraiment une issue favorable à tout ça? Oui, il y a une plainte pénale qui a été déjà déposée. Nous sommes plus de 200 aujourd'hui à l'avoir co-signée. Et il s'avère que le parquet a désigné la gendarmerie de Guyane pour commencer l'enquête. Et les interrogations, les auditions ont déjà commencé, tout comme les auditions se poursuivent pour l'affaire du MAC, pas seulement la partie salariale, mais aussi pour la passation des marchés. Monsieur Pézia, je vous vois un peu trépigner sur la chaise. Est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à tout ce qu'il dit? Non, mais j'écoute Jacques, hein, oui. Je connais, je suis son action. Bon, il a tout à fait raison. On est dans un pays où on est au XXIe siècle, il n'y a pas d'eau qui coule dans les robinets. Donc, on est compte. C'est-à-dire que non seulement on n'avance pas, mais il y a une régression. On recule par rapport aux années 1980. C'est-à-dire en 1980, il y a des gens qui avaient de l'eau qui coulait, et maintenant, au lieu d'avoir plus d'eau, on a moins d'eau. Et donc ça, c'est choquant et c'est scandaleux. Mais il n'y a pas que ça en Guadeloupe. Là, l'eau, c'est le problème quotidien, mais on se rend compte que rien ne va dans ce pays-là. Moi, je sors de Basse-Terre, de Gaubert précisément. C'est à 50 km, j'ai pris 1h30 pour arriver ici. Donc ça veut dire qu'à un moment, on va arriver dans une situation de paralysie du pays. On ne pourra pas rouler, on pourra pas, les gens ne travaillent pas, les gens se débrouillent. Et à côté de ça, il y en a qui boivent du champagne, qui prennent l'avion en première classe, qui vont dans tous les salons, les foires qu'il y a à Paris. Et il y a des problèmes réels ici. Et le problème de l'eau, c'est vraiment le problème du quotidien, parce que ça touche la population et ça touche particulièrement les gens les plus humbles. Parce que celui qui a de l'argent, il peut toujours récupérer de l'eau dans sa piscine pour pouvoir consommer. Donc il y a un problème qui est fondamental et je m'associe au combat de tous ceux
qui argumente, mais avec des éléments... tangibles. C'est pas l'émotion, là. Là, c'est des arguments qui sont solides. On fait appel au droit, on fait appel à des questions juridiques pour régler un problème. Et en plus de ça, il faut une mobilisation, parce qu'il faut aussi que les gens se sentent concernés. Et comme Jacques l'a dit, si on fait le choix de choisir des gens qui ne font rien et on se plaint, on n'a pas à se plaindre. Il faut faire le choix des gens qui disent il faut faire autrement. Nous aussi pas, dans le programme pour les élections de 2021, on parle de mettre 60 millions chaque année. Voilà. Donc 60 millions millions chaque année sur l'eau, la question de l'eau. Okay. Planification, c'est-à-dire que la région qui est chargée de la question économique doit mettre de l'argent. Alors je sais que à la région ils disent c'est pas notre compétence. C'est la compétence des communautés d'agglomération. Le département dit mais c'est pas ma compétence, c'est comité d'agglomération. Donc on fait une petite faveur, on veut bien donner 2 ou 3 millions. C'est la compétence pas de plus. Qui au final mais soyons sérieux. Il faut avoir une vision large d'un problème. Quand les restaurateurs n'ont pas d'eau, quand dans les hôtels il n'y a pas d'eau, c'est véritablement un problème économique. Ce n'est pas simplement un problème social. C'est un problème à la fois social, un problème de santé et un problème économique. Donc, il faut qu'en Guadeloupe, on arrête de faire du saupoudrage. Alors, celui-là, comme tu as dit, il y a beaucoup de chefs ici. Le préfet, c'est un chef. Le président du conseil régional, c'est un chef. Le président du conseil départemental, c'est un chef. Il y a l'association des maires. Les présidents des comités d'agglomération. Tout cela s'est dilué alors que c'est un petit pays, par la superficie. Il y a 1700 km². Et donc, il faut prendre en compte la réalité. Deuxième réalité qu'il faut prendre en compte, la Guadeloupe, c'est un archipel. Ce n'est pas comme la Martinique. La Martinique, c'est une île. La Guadeloupe, c'est un archipel. Et dans cet archipel, il y a 6 îles habitées. Je peux les citer pour les gens qui ont tendance à tout mélanger. Il y a la Basse-Terre, il y a la Grande-Terre, il y a Marie-Galante, il y a Désirade, il y a Terre de Haut et Terre de Bas. Et dans ces 6 îles, il y a une seule île où il y a de l'eau. C'est en Basse-Terre, un massif montagneux. Les autres n'ont pas d'eau. Il n'y a pas de rivière. Bon, il pleut, mais enfin, c'est aléatoire. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà construire des unités de dessalement de l'eau de mer dans les îles où il n'y a pas de rivière. Alors là, quand on dit ça en Guadeloupe, on entend dire oui, mais il y a de l'eau, Non, il n'y a pas d'eau. Puisqu'il y a 2 saisons en Guadeloupe, une saison sèche et une saison humide. La saison sèche, il n'y a pas d'eau, il ne pleut pas. Donc on ne peut pas attendre sur le bon Dieu qui va nous envoyer de l'eau. Il faut donc que l'homme intervienne. Et on va faire comme on fait dans d'autres pays. Comme on fait à Saint-Barthélemy, comme on fait à Saint-Martin, comme on fait à Barbade, comme on fait dans le sud de l'Espagne, comme on fait de plus en plus d'endroits. Même en France maintenant, on fait des unités de dessalement. Donc ça ne règle pas le problème du dysfonctionnement, parce que tu as cité beaucoup de choses, et moi je peux confirmer, quand on met l'octroi de mer qui est un impôt sur l'eau que les gens n'ont pas, et quand on met également la TVA qui est un impôt sur l'eau que les gens n'ont pas, là c'est la profitation. Donc il faut revoir tout ça. Il faut mettre tout ça à plat et il faut que la population puisse aussi s'indigner, comme dirait Essel. Il faut s'indigner, il ne faut pas dire ouais, tout ça. Il faut il faut montrer son mécontentement. Les unités de dessalement, donc oui, pourquoi pas, mais je veux dire, le problème de l'eau, c'est un problème qui est récurrent depuis plein d'années. Pourquoi ça n'a pas été mis en place? Écoutez, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je fais campagne. Avec le CIPA, nous faisons campagne pour qu'on mette des unités de dessalement. Mais on est parti en Guadeloupe d'une théorie, puisque les gens mettent des théories. La théorie, c'est qu'on a beaucoup d'eau et que le problème, c'est uniquement les canalisations. C'est vrai qu'il y a un problème de canalisation. Mais il y a aussi un problème de ressources en eau. Si vous regardez, moi, je fais la route assez souvent. Mais je passe à la rivière, les rivières, que ce soit le Galion, que ce soit la rivière des Pères, il n'y a presque pas d'eau. Oui, ça c'est Il n'y a presque pas d'eau. Et il suffit qu'il y ait 15 jours sans pluie pour qu'on n'ait pas d'eau dans les rivières. Je ne parle même pas s'il y a une éruption de la soufrière. Donc il y a un problème, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Il ne faut pas attendre qu'il n'y ait pas d'eau du tout, parce que maintenant il y a des cours d'eau, ce qui est un scandale, un cours d'eau. C'est-à-dire, on va petit bout un peu, un autre jour, on va baster un autre. Non, il faut régler ce problème de l'eau. Et ce problème, il peut être réglé parce que nous avons la chance justement d'être un archipel. Ça veut dire qu'on est entouré de l'eau de mer. Il suffit d'enlever le sel. Il y a des techniques nouvelles. Les techniques, avant, on disait que c'était cher parce que ça dépensait beaucoup d'énergie. Ça fonctionnait au fioul. Maintenant, il y a une technique qui permet de faire, avec un filtre qu'on appelle osmose inverse, c'est-à-dire qu'il y a un filtre qui permet de retenir le sel et l'eau y part. Ensuite, en termes d'énergie,
On fonctionne avec l'énergie solaire. Donc voilà ce qui se passe dans beaucoup de pays. Comme l'éolienne. Exactement, éolienne, le solaire aussi. Et ces innovations-là, en fait, voilà. elles sont... C'est comme ça que les Israéliens. Oui. Israël n'a pas de rivière. Elles sont envisagées. Est-ce qu'elles ont déjà été envisagées? Israël, parce que moi, me dit, ouais, il y a une argent, tout ça. J'ai pris l'exemple de petits pays, de petits pays en taille. Parce que, en taille, comme Barbade, qui est une île touristique. Saint-Barthélemy, qui est une île touristique, Antigua, Saint-Martin, ces gens-là n'ont pas de rivière et n'ont pas de problème d'eau. Simplement, ils utilisent la matière première. Ils ont plein de piscines. Ils ont plein de piscines. Et Saint-Barthélemy, c'est un endroit où il y a tourisme de riches. C'est les riches qui viennent à Saint-Barthélemy. Et on a entendu les touristes dire on n'a pas d'eau pour prendre une douche. Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir un peu plus sur votre journée, et notamment sur le CIPA, il y a plusieurs questions sur lesquelles j'aurais voulu venir avec vous. Il y a le congrès des élus qui est bientôt. Selon vous, est-ce que c'est un événement qui va être important pour l'île et quelles sont vos attentes justement par rapport à ce congrès? Bonne question. Alors, ça pourrait être un événement important. Ça dépend du contenu, parce que c'est vrai que les autres congrès, la montagne a accouché d'une souris. Ça n'a rien donné. Donc, il ne faut pas que cette fois-ci, on fasse la même chose. Alors, le président Losbar a pris l'initiative d'inviter les partis politiques, dont le CIPA, pour qu'on discute en amont. Bon, nous avons fait des propositions, d'autres partis aussi qui prônent l'autonomie ont fait des propositions, et nous, on dit qu'il faut qu'il y ait une collectivité en Guadeloupe qui ait des véritables compétences. Et on a ciblé les compétences, notamment nous au CIPA et d'autres aussi. Et je pense que la plupart des organisations qui étaient présentes ont dit que pour qu'on ait réellement un pouvoir de décision, il faut qu'on ait deux compétences les plus importantes. C'est la compétence fiscale, parce que pour l'instant, vous avez beaucoup d'idées, mais vous n'avez pas d'argent. Comme vous n'avez pas d'argent, vous tendez la main à l'État. Et qui donne décide. Si on vous donne de l'argent, on va décider. Or, cet argent, c'est en partie votre argent. Puisque quand on parle de fiscalité, il faut savoir ici qu'il n'y a que 23% de gens qui paient l'impôt direct. Il y a 77% de gens qui ne paient pas l'impôt direct, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu. Donc la fiscalité en Guadeloupe est basée sur les impôts indirects. Alors tout le monde parle de l'octroi de mer parce que c'est à la mode. L'octroi de mer, c'est un impôt indirect qui est perçu donc, sur les marchandises et qui permet de donner des recettes aux communes et à la région. Mais il y a d'autres recettes. Est-ce que vous êtes pour l'octroi de mer ou contre? Je suis pour l'octroi de mer, j'ai eu l'occasion de parler. Je suis pour l'octroi de mer, je suis pour réformer l'octroi de mer. Comment? Je suis pour que, actuellement, il y a 13 taux d'octroi de mer. Bon, personne ne sait exactement le contenu. Et vous avez 4 taux d'octroi de mer régional. Donc, au total, vous avez 17 taux. Donc, pourquoi il y en a autant? Parce que c'est pas bon, c'est mal fait. D'accord. C'est mal fait. C'est mal fait parce qu'on a donné aux régions d'outre-mer la possibilité de gérer l'octroi de mer. Ils ont géré ça d'une manière comme des amateurs, c'est-à-dire bon, chaque fois, bon voilà, des chemises, alors on va mettre 7%, les lunettes, on va mettre 10%, ça, on va protéger tel produit, on va mettre 20%, 30%, donc il y a eu... Donc il n'y a pas d'uniformité, non, il n'y a pas de ça. Nous, on stratégie de développement économique, on va dire. Quelque chose de très simple. Bon, pour que les gens comprennent, parce que celui qui paie, il faut qu'il comprenne. Tout à fait. Il faut qu'il comprenne, donc il faut qu'il y ait une transparence, il faut que ce soit simple. Simple, ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait 13 plus 4 taux, nous proposons 3 taux d'octroi de mer et 2 taux d'octroi de mer régional. 3 taux, un taux pour les produits un peu plus, disons, un peu de luxe, quoi. Les voitures, les 4x4 qui polluent. Bon, on pourrait mettre même des bijoux là-dedans, les bijoux, l'alcool. Un taux environ à 10%, un taux moyen à 5% et un taux faible à 2%. Et on peut prévoir, donc pour tout ce qui est produit de première nécessité, tout ce que les gens consomment au quotidien, à 2%, et on peut même prévoir une exonération, c'est-à-dire on peut dire taux zéro. Bon. Notamment l'eau, le fameux eau du robinet, taux zéro. Et à côté de ça, et l'octroi de mer régional, un taux à 2,5%, comme c'est actuellement le maximum, et un taux à 1%. Bon. Et voilà, donc c'est ça. Et autre chose. Donc ça permettrait quoi en fait d'avoir ces taux réguliers? Ça permettrait aux gens de comprendre, parce que quand vous achetez, c'est pas vous achetez une voiture, vous voyez, vous avez le prix hors taxe, on dit la voiture coûte 2 000 €.
et ensuite on vous met une ligne en dessous, on vous dit que TVA tant. Donc vous savez que vous avez payé la marchandise, vous avez payé la TVA et vous avez le total. Mais quand il s'agit de l'octroi de mer, vous ne voyez pas, personne ne voit, vous ne voyez pas ce que vous payez. Bon, donc il faut ça, il faut une transparence, il faut que ça apparaisse sur la facture, il faut qu'il y ait un nombre de taux faible, 3 taux, comme ça on sait en amont ce qu'on va payer. Et donc ça c'est la réforme simple, simple. Mais la réforme la plus compliquée, il faut sortir du droit commun français. Parce qu'il n'y a pas l'octroi de mer, les élus veulent utiliser l'octroi de mer à la fois pour récupérer des recettes, ce qui est le but de l'octroi de mer, mais en même temps utiliser l'octroi de mer pour protéger la production guadeloupéenne, protéger, entre guillemets. Ça ne protège rien, mais pour protéger. Or, on veut utiliser l'octroi de mer, qui est une taxe, qui est une recette, à la fois comme un droit protecteur. Or, premièrement, c'est interdit par l'Union européenne, c'est interdit, ils ne veulent pas de ça. Et deuxièmement, ce n'est pas efficace. C'est pas efficace. Je vais prendre un exemple. Je prends un exemple juste pour que les gens comprennent, parce que j'ai l'occasion de faire un peu de pédagogie. Ils vont mettre 20%, les élus, 20% sur l'igname importé. Eh bien, l'igname importé, il arrive au port à 1,90 € venant du Nicaragua. Vous mettez 20%, quelques centimes. Donc ça ne protège pas. D'accord. Ça protège pas. Je vous propose de continuer votre explication tout à l'heure. On va faire une petite pause publicitaire. On revient ensemble justement pour que vous puissiez développer cet aspect qui est très intéressant pour tous les téléspectateurs. On revient tout de suite après la pause pub. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL et on va continuer donc avec Monsieur Alain Plaisir, donc directeur du CIPA. On parlait d'octroi de mer tout à l'heure. On va recevoir tout à l'heure différents invités qui sont déjà sur le plateau, mais je les présenterai tout à l'heure. On va finir sur l'octroi de mer et justement sur l'explication que vous donniez par rapport à cette réforme qui impacte en fait sur le coût de la vie et aussi sur la nécessité d'adapter peut-être différemment cette taxe. D'accord. Alors, c'est pas directeur, c'est président du CIPA. D'accord. Oui, je disais que l'octroi de mer, donc ça fait partie de ce qu'on appelle la fiscalité, mais il n'y a pas que ça. Il y a la TVA, qui est un impôt de l'État, et qui est aussi un impôt indirect, et qui est payé par tous les Guadeloupéens. Tous les Guadeloupéens ne paient pas l'impôt sur le revenu. Je disais qu'il n'y a que 23% qui paient l'impôt sur le revenu. Par contre, 100% des Guadeloupéens paient l'octroi de mer et 100% de Guadeloupéens paient la TVA. C'est un impôt indirect, c'est-à-dire c'est perçu sur votre consommation, quel que soit ce que vous consommez. Vous achetez un vêtement, vous payez la TVA, vous achetez un vêtement, vous payez l'octroi de mer, vous achetez une voiture, vous payez la TVA. C'est sous la consommation. Et donc personne n'échappe à la consommation. Même ceux qu'on appelle les travailleurs qui sont clandestins, eux aussi consomment et ils paient un impôt. Donc il faut le savoir pour prendre en compte ce que nous voulons faire. Alors nous, ce qu'on veut faire aussi c'est l'autonomie de la Guadeloupe. L'autonomie de la Guadeloupe parce que nous pensons que tout ne peut pas se décider en France, à Paris ou à Bruxelles. Parce qu'en réalité, il y a des choses qui se décident à Paris et d'autres choses qui se décident à Bruxelles. Alors, je vais prendre un exemple. On est un pays où il y a des pêcheurs, il y a la pêche. Il faut savoir que la pêche est une compétence de l'Union européenne. Donc, l'agriculture aussi. Bon, et un certain nombre de choses, la fiscalité, par exemple, le tarif des douanes que le douanier utilise en Guadeloupe, c'est un tarif commun aux 27 pays européens. Donc, vous avez le pouvoir de décision. Il n'est pas à Basse-Terre, il n'est pas à Pointe-à-Pitre, il est à Paris et à Bruxelles. Et donc, quand on prend des décisions, souvent ces décisions vont à l'encontre de nos intérêts. Je vais prendre un exemple dans le domaine du commerce. C'est l'Europe qui signe des accords préférentiels avec nos voisins. Par exemple, nos voisins peuvent vendre librement leurs marchandises en Guadeloupe parce que l'Europe a signé des accords de libre-échange, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer de taxes si vous vendez en Europe. Mais nous, comme en Europe,
ça ne dérange pas, je prends un exemple comme ça, hein, ça ne dérange pas les Européens de signer un accord de libre-échange avec le Pérou pour l'importation de citron. Parce qu'on ne fait pas de citron. Le citron qu'on consomme en Guadeloupe, citron vert, on appelle citron vert, eh bien, ça n'existe pas en Europe, c'est le citron d'Espagne ou le citron. Bon. Donc, vous avez des échanges qui se font, vous avez donc des décisions qui se prennent à Paris et qui vont quelquefois à l'encontre de nos intérêts. Et donc, il faut qu'on puisse prendre ces décisions en Guadeloupe. Et pour prendre ces décisions en Guadeloupe, il faut qu'il y ait un pouvoir politique. Et je regrette, mais les élus actuels n'ont pas de pouvoir politique. Le président de région n'a pas de pouvoir politique. Il ne peut pas aller signer un accord avec la Dominique. Bien sûr. Si on veut signer un accord de pêche avec la Dominique, il faut que ce soit l'Union européenne, vous vous rendez compte, qui signe avec la Dominique. Alors que la Dominique, c'est 100 000 habitants. Eh bien, c'est l'Union européenne qui signe, on ne peut pas signer. Donc il y a des choses véritablement, des choses qui sont aberrantes. Quoi. En termes de géographie, on est quand même, on est dans la zone tropicale. Hein. Donc il y a des mesures que nous devons prendre pour pouvoir nous développer. Nous avons ce qu'on appelle la zone économique exclusive. La zone économique exclusive, c'est une zone qui part des côtes et qui fait 190 km en direction de la mer. Et bien ça n'appartient pas à la Guadeloupe. Demain, si on trouve du pétrole à 20 km des côtes, eh bien l'État va dire c'est à nous. Par contre, l'État va nous dire les sargasses, c'est vous. Alors que les sargasses viennent de la haute mer. Donc vous voyez que quand ça arrange le pouvoir central, eh bien ça c'est à vous, les sargasses c'est à vous, débrouillez-vous avec les sargasses. Par contre, si demain on trouve du pétrole ou des nodules polyméthaniques, on trouve des choses qui vont développer la Guadeloupe, eh bien... ça ne sera pas profitable en tout cas pour la Guadeloupe. Pour terminer, un dernier exemple, c'est l'exemple de la géothermie, qui est peut-être la principale richesse de la Guadeloupe actuellement, qui est une énergie renouvelable, qui est propre, et qui est renouvelable, donc qui ne sera jamais épuisé. Eh bien, il faut savoir que la Guadeloupe n'a aucun droit de regard là-dessus. L'accord a été signé, la vente de la géothermie a été signée à Paris avec M. Macron qui était ministre de l'économie et Mme Ségolène Royal, et ça a été vendu 50 millions à une entreprise américaine. Et on n'a rien perçu en Guadeloupe. Et là, on donne un petit pourboire. On donne un petit pourboire à la commune de Bouillante, on donne 100 000 euros, la région 200 000 euros. Alors que nous disons que cette richesse-là, on doit pouvoir en tirer un profit. Et donc, ça, il faut un pouvoir politique pour le faire. Là, vous avez récemment créé un front pour l'autonomie avec différentes organisations. Oui. J'imagine que vous allez en parler de toutes ces questions un peu à la fois économiques et sociétales lors de cette journée qui aura lieu, donc c'est dimanche. C'est dimanche. Journée citoyenne, donc à Roseau, Cap-Esther, si on peut avoir le flyer en fond d'écran. De quoi allez-vous parler brièvement sur cette journée? Écoutez, nous allons parler de l'autonomie. Parce que c'est vrai que les gens déjà confondent autonomie et indépendance. Et d'ailleurs, on brandit l'épouvantail en disant l'autonomie, c'est l'indépendance d'assiette vide. L'autonomie, c'est beaucoup plus simple. C'est un partage de compétences entre nous et le pouvoir central. Nous disons que nous allons laisser au pouvoir central des compétences régaliennes, c'est-à-dire tout ce qui est sécurité, tout ce qui est justice, ce nombre de compétences que nous ne souhaitons pas prendre comme la santé, et voire même l'éducation, puisque ce n'est pas de priorité. Par contre, nous allons prendre un certain nombre de compétences, nous avons ciblé 14 compétences qui nous permettront vraiment de gérer la Guadeloupe à partir de la Guadeloupe. Et pour ce faire, il faut donc débattre avec la population, il faut expliquer à la population que l'autonomie est viable, d'ailleurs c'est le titre, c'est-à-dire que les gens pensent « Ah ouais, mais vous n'allez jamais vous en sortir ». Non, si on peut s'en sortir, parce qu'on a tout chiffré, nous aussi pas. On a travaillé depuis des années là-dessus, on a un programme, on a ce livre que moi j'ai écrit qu'on appelle « L'autonomie viable », vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies, et bon, on explique pourquoi on veut l'autonomie et comment nous allons faire fonctionner un pays autonome. Et voilà, donc on est pour l'unité, et c'est pour cette raison qu'on appelle les Guadeloupéens à venir, et nous avons invité aussi les partis politiques qui prônent l'autonomie à venir débattre avec nous ce jour-là. Ça veut dire que vous allez pouvoir travailler ensemble, c'est ça l'idée? Ah oui. Vers les élections régionales? On verra, c'est encore loin, mais on veut travailler avec les autres. C'est pas si loin que ça, en vrai. Oui, c'est peut-être dans 2-3 ans, je ne sais pas. Mais il faut travailler avec les autres parce qu'on ne peut pas arriver à l'autonomie sans un rassemblement.
dans tous les pays où il y a eu un changement politique important, il y a eu un rassemblement, un front, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, que ce soit, je ne parle même pas des pays, la Corse et tout ça, il y a eu l'unité entre les forces qui rassemble toutes les forces. En Corse, par exemple, le pays, la Corse, est dirigé par autonomistes et indépendantistes. Ils se sont mis ensemble et ils ont gagné les élections. Parce qu'ils ont expliqué à la population le contenu, quel rapport que veut avec la France. Ce n'est pas des rapports de rupture, c'est des rapports de coopération, gagnant-gagnant. Et donc, la France continue à avoir le pouvoir en Guadeloupe. Je dis des pouvoirs régaliens, la politique étrangère, etc., la défense. Mais nous, tout le reste, nous voulons avoir une compétence pour pouvoir mettre en œuvre notre politique économique qui est basée sur la conquête du marché intérieur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas développer la Guadeloupe si tout ce que nous consommons arrive par le bateau. Donc il faut pouvoir mettre en place une nouvelle économie. Ce sera l'occasion d'en parler donc dimanche 12, donc plage de Roseau à partir de 9h. L'autonomie, c'est viable. Donc c'est une invitation à comprendre un peu comment ça peut se passer en tout cas. Et on invite Canadis évidemment à venir. Merci d'être venu, Monsieur Plaisir. On va enchaîner donc avec différents invités qui sont déjà sur le plateau. Donc Valérie Baltide qui est directrice du foyer d'hébergement. On a aussi Jean-Manuel Rosette, technico-commercial à l'ESAT de Gourbert et des Abîmes, et Samuel Ambroise, donc moniteur éducateur à la maison d'accueil spécialisée de Gourbert. Et vous venez nous parler de la GIPSA, donc qui va organiser une journée porte ouverte, donc qui aura lieu samedi 11. On va déjà parler de l'histoire de la GIPSA ici et quelle est la mission en Guadeloupe. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. La GIPSA est une association d'adultes en situation de handicap qui permet aux travailleurs en situation de handicap de s'insérer dans le milieu ordinaire social et professionnel. Donc, c'est pour nous l'occasion aujourd'hui de présenter la manifestation qui est dans une continuité que nous avons commencé depuis le mois de mai à Gourbert sur une journée porte ouverte qui se réalise au mois de mai. D'accord. Donc, Madame Baltide représente le foyer et mon collègue, la maison d'accueil spécialisée. Depuis sa création, la création de la GIPSA, c'est quelle date ? C'est 1984 et justement, c'est pour ça que nous fêtons les 40 ans de la GIPSA. 40 ans, d'accord. Quel impact la GIPSA a pu avoir en Guadeloupe de façon globale ? Écoutez, la GIPSA, c'est une très grosse association, une association guadeloupéenne. Dont la naissance est aussi liée à des praticiens hospitaliers qui se sont un peu réunis et qui ont réfléchi justement comment pouvoir aider les personnes en situation de handicap en Guadeloupe. D'accord. Donc son président, le docteur Guy Ursule, c'est lui qui préside donc, cette association guadeloupéenne pour l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Et dans son évolution, la GIPSA a créé différents établissements, dont le premier, l'ESAT, établissement et services d'aide par le travail, qui est né donc en 1987. Et dans la foulée de cette création est né le foyer d'hébergement, puisque sont accueillis en établissement et services d'aide par le travail des personnes en situation de handicap reconnus travailleurs handicapés. Et il fallait aussi faciliter cet accès à cette insertion par le travail, d'où l'idée de pouvoir mettre en place un hébergement. Ça représente combien de personnes à peu près ? Alors c'est vrai que dans l'évolution du foyer d'hébergement, nous avons commencé par une petite unité qui était sur la Basse-Terre, dans le cadre d'un foyer de semaine. Et ensuite, pour pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de ces personnes et aussi faciliter un plus grand nombre d'accès, il y a eu cette évolution avec une ouverture, avec un deuxième site d'hébergement sur le site de Bémao. Et en tout, nous accueillons 33 résidents. D'accord. Et notre établissement a la compétence du département. Donc le département est notre financeur. D'accord. Donc ces 33 résidents travaillent dans les ZAD justement ou bien dans d'autres structures où c'est spécifiquement... Alors les 33 résidents sont spécifiquement des adultes en situation d'insertion par le travail, mais nous couvrons le département. C'est pour ça qu'il y a eu cette ouverture de 2 sites pour pouvoir répondre aussi
à d'autres admissions, à d'autres prises en charge, puisque sur le plan de la Guadeloupe, il y a différents ESAT avec différentes associations. Mais la GIPSA, en ce qui concerne la GIPSA est sur 2 modules, un module à Goubert, un module à Dugazon, aux Abîmes. Donc c'est ainsi que nous couvrons une large partie du territoire pour permettre justement à ces personnes de pouvoir lier à la fois l'insertion par le logement et l'insertion par le travail. Par le travail. Quels sont les types de services que vous proposez en fait au sein de l'association ? Alors, pour parler plus de services, je laisserai la parole à mon collègue monsieur Rosette, et après je reviendrai peut-être pour vous parler plus spécifiquement de la prise en charge au sein du foyer d'hébergement. Du foyer, d'accord. Donc, en termes de services, nous proposons diverses activités, notamment la couture, la buanderie, le repassage et l'entretien des locaux et la menuiserie. Donc, à travers ça, on a également l'entreprise adaptée, qui est déjà une entreprise plus qualifiée en termes de compétences professionnelles, donc notamment au niveau de l'espace vert et également au niveau du centre d'appel où nous faisons de la numérisation de masse. Donc ça permet aux travailleurs d'être des salariés à part entière. Donc c'est une activité qui est en train de prendre de l'ampleur au niveau de notre association. Donc ce qui va nous permettre de répondre à notre objectif principal, qui est l'insertion dans le milieu ordinaire de ces travailleurs. D'accord. Et justement, alors du coup, dans les maisons, comment ça se passe, les maisons d'accueil ? Alors la maison d'accueil spécialisée, c'est mon collègue, mais c'est vrai qu'au niveau du foyer d'hébergement, donc nous accueillons en majorité des déficients intellectuels, traumatisés crâniens, surdité, mudité, déficients psychiques. Et la particularité de l'établissement, c'est que nous occupons des logements de bailleurs sociaux. Donc sur la Basse-Terre, donc nous occupons des logements de la Seine-Saint-Marc, et sur la PMAO, des logements de la SIG. Donc ces personnes sont en autonomie dans leur logement, en colocation, mais il y a une équipe pédagogique qui assure justement cet accompagnement 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, puisque en journée de 6h à 21h, c'est une équipe éducative composée de moniteurs éducateurs, d'aides médico-psychologiques et d'éducateurs spécialisés. Et à partir de 21h jusqu'à 6h du matin, pour pouvoir faire la boucle, ce sont des surveillants de nuit qui sont présents pour justement assurer la sécurité des biens et des personnes. D'accord. Et donc en maison, oui. Sur la maison d'accueil spécialisée, je rejoins ma collègue concernant au niveau du fonctionnement. En fait, on a à peu près la même organisation. Juste par rapport à nos résidents qui sont reçus, eux ne sont pas justement en capacité à travailler. Donc en fait, ils sont en hébergement permanent, et donc on a une équipe justement pluridisciplinaire qui va permettre justement de les accompagner dans certaines activités, dans justement le développement de leur autonomie, de leur insertion sociale surtout, parce que c'est important pour eux d'être intégrés dans la société. Et donc à travers plusieurs activités, plusieurs sorties pédagogiques, culturelles et loisirs, on permet justement aux résidents d'avoir un mieux-être, puisqu'on sait très bien que la problématique, elle est présente, et on essaie au mieux de pouvoir les aider à répondre à leurs besoins. Et voilà. Et justement, au niveau des activités, est-ce que vous pouvez donner des exemples d'activités que vous faites Oui, alors au sein de la masse, donc on propose quelques activités, on va dire manuelles. Donc on a par exemple des activités art, couture, on a aussi des activités plus sportives, donc ça va être vraiment pour leur permettre de bouger, puisque c'est important malgré tout de bouger, puisque comme personne normalement constituée, on a notre part d'exercice physique par jour. On travaille également avec une association extérieure qui nous aide justement à proposer des activités donc, qui seront plus, je dirais, culturelles et ludiques. Donc on peut leur proposer du cirque, on a le théâtre, on a aussi la rando-conte. Donc c'est vraiment une panoplie d'activités qui vont permettre justement aux résidents de ne pas rester cloîtrés dans leur environnement quotidien, de pouvoir voir l'extérieur autrement. Est-ce qu'il y a encore un regard, on va dire, ou des préjugés, des discriminations? Vous le ressentez encore, cette problématique par rapport au handicap?
En fait, c'est vrai que on le voit. C'est vrai que par moment, on voit les regards qui se posent sur les personnes. Mais le fait justement qu'on travaille à ce que ces personnes puissent sortir, qu'ils puissent voir d'autres choses, qu'ils puissent s'insérer, on parle souvent d'insertion, qu'ils puissent s'insérer dans la société. Donc on va souvent les emmener dans certaines sorties au supermarché, dans certaines aussi manifestations culturelles et publiques. La dernière manifestation justement sur laquelle on prépare justement, c'est le relais interentreprise. Donc on a beaucoup de résidents le 27 mai à la fin du mois. Bientôt. Donc on a beaucoup justement de programmes comme ça qu'on prépare au niveau des résidents pour justement que la population puisse prendre conscience que ces personnes existent et qu'on est là pour les aider, pour les accompagner. D'accord. Donc là, les prochains événements, donc on a cette journée porte ouverte qui aura lieu donc à l'ESAT du Gazon. C'est venir à la rencontre des usagers professionnels de nos établissements. L'idée, c'est de pouvoir justement ouvrir les portes et de montrer ce que vous faites. L'idée principale, c'est de plus valoriser ce que font nos travailleurs en termes de prestations. Parce qu'on a créé pas mal de partenariats avec l'entreprise du monde extérieur. Donc, on aura aussi des partenaires qui seront avec nous à cette journée porte ouverte et d'autres partenaires collectifs, notamment, qui seront également avec nous. Donc, pour bien dire que la notoriété en termes de prestations, elle est pratiquement acquise à la GIPSA. Parce que nous sommes reconnus dans nos prestations. Nous fournissons des prestations de qualité qui sont reconnues dans tous les domaines, pratiquement dans les corps de métier. Donc, ça a permis de mettre 40 ans. Ça nous permet de voir ce que nous avons réalisé, le travail effectué et le résultat accompli tout au long de ces années. Et c'est vrai que durant cette journée, tous les établissements de la GIPSA seront représentés et nous allons pouvoir échanger aussi avec le public pour expliquer et peut-être répondre aussi à leurs questionnements. Et ainsi, ils vont vraiment découvrir l'organisation, la vie, toutes les activités qui se déroulent au sein de ces différentes structures et dont les activités ont pour seul objectif de pouvoir faciliter l'épanouissement et l'évolution et l'insertion de ces personnes en situation de handicap. Comment vous envisagez justement l'avenir de l'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de plus à faire, à améliorer? C'est sûr qu'au niveau des politiques publiques, je crois que l'intérêt est bien compris de pouvoir justement favoriser cette insertion. Et je crois qu'il y a certains organismes, et notamment aussi l'Union nationale des entreprises adaptées, dont notre directeur est vraiment très, très, très impliqué, qui a justement pour but de faciliter cette insertion dans le milieu économique et de choisir aussi des activités qui correspondent aussi aux capacités de ces personnes. Donc je crois qu'il y a des organismes qui sont vraiment bien à la pointe de cette information et de tout ce travail à faire sur le terrain. Et puis après, nous, à notre niveau aussi, en termes de valorisation, d'information, de communication, je crois que nous sommes aussi les premiers acteurs à pouvoir justement mieux communiquer, pour mieux informer et que tout le monde sache que finalement l'insertion est possible, le développement est possible, même si toute forme de handicap, du moment qu'il y a tout un travail qui est mis en place de réseau, des activités qui correspondent bien au profil et aux différents objectifs. Donc je crois que dès qu'il y a vraiment de l'intérêt qui est porté, je pense que nos politiciens sont aussi bien au cœur de tout ce qu'il faut mettre en place pour le développement de ces personnes. D'accord, donc je vois qu'il y a quand même pas mal d'événements à venir, notamment un séminaire pour le mois de novembre et votre soirée qui va célébrer le grand anniversaire, on va dire. Donc je pense que vous aurez l'occasion de revenir pour parler de tout ceci. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure notre interview ensemble, où on a fait le tour? Dites-moi. Pour conclure, je dirais qu'après ces 4 ans
d'activités bien réalisées au terme de la GIPSA. Donc maintenant, le législateur nous demande de faire plus avec les super moyens que nous avons. Donc maintenant, nous devons réfléchir comment travailler ensemble pour faire ce qu'il y a de mieux pour les travailleurs en situation de handicap. D'accord. En tout cas, retenez bien, le 11 mai. 11 mai, donc ESAT du Gazon, c'est à partir de 9h et c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et là, on pourra vraiment mettre à profit cette rencontre, voilà, ce partage d'informations et que le public vienne découvrir aussi tout ce que nos travailleurs sont en capacité de réaliser. Voilà. D'accord. Ben, merci en tout cas d'être venu sur le plateau et belle journée à vous. Voilà, Merci beaucoup. Merci. On va faire notre deuxième pause publicitaire et on revient tout à l'heure pour le journal du campus Luminance, donc avec Marilène Ferdi. De retour sur le plateau et on va enchaîner avec le journal du campus Luminance, donc avec Marilène Ferdi, directrice opérationnelle du campus Luminance. C'est une émission chronique qui avait déjà été enregistrée. On voit ensemble cette chronique. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Bonjour Marilène, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Alors déjà, Danick, on va préciser qu'on est dans la rubrique Zoom. Et le Zoom aujourd'hui, on va le faire sur 2 formations. L'une qui est très sous-cotée, c'est le bachelor donc MMI des métiers du multimédia et de l'Internet et le BTS des métiers de l'audiovisuel qui est plus connu. Alors ce ne sont pas des formations qu'on va opposer, mais ce sont des formations qui ne s'adressent pas au même public. D'accord. Mais alors, quelle différence entre le BTS des métiers et le BUT MMI? Alors déjà, c'est la durée, Danick. Alors, première différence, c'est la durée. Le BTS des métiers de l'audiovisuel est d'une durée de 200. Le bachelor des métiers multimédia et de l'Internet est d'une durée de 3 ans. Après, de côté, on a une formation générale et technologique. De l'autre, on a une formation professionnelle. Donc, les enseignements sont très différents. Et après, il y a quelque chose de fondamental. Ces 2 formations ne s'adressent pas au même public. D'accord. Quand on fait un BTS, d'une façon générale, quel que soit le BTS, Danick, ça veut dire qu'on se destine tout de suite à intégrer le marché de l'emploi. On vous prépare au BTS en vue de métier pour que vous soyez opérationnel pour intégrer le travail. À l'origine, je dis bien à l'origine, les BUT, c'était une première marche en vue après d'aller faire une L3 et un master pour se spécialiser. Sauf que l'articulation qu'a choisie l'IUT de la Guadeloupe, qui est basée à Saint-Claude, est très intéressante. On a un BUT où la première année se fait en continu dans le cadre universitaire scolaire classique. Et à partir de la 2e année et jusqu'à la 3e année, les jeunes sont en alternance. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'une formation qui est générale et technologique devient professionnalisante grâce à l'alternance. Alors j'ai dit que le BIT est sous-coté. Pourquoi le BIT est sous-coté? Parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas connu, et alors que pour moi, c'est le diplôme, le BIT MMI, idéal pour toutes nos TPE qui sont dans le monde de l'audiovisuel. Mais pire encore, pour toutes les petites entreprises qui ont besoin de visibilité et qui ont besoin de personnel polyvalent. D'accord. À qui s'adresse donc le BUT MMI? Alors, le BUT MMI s'adresse à des jeunes qui ont plusieurs petites compétences, qui savent faire de la vidéo, qui s'intéressent à l'image, qui s'intéressent au numérique, qui s'intéressent à l'animation 2D, 3D, et qui n'ont pas encore une idée précise de ce qu'ils veulent faire en termes de projet. Et ça peut être intéressant. Alors, pour moi, l'attraction, là où le BUT est sous-coté, et là, je m'adresse à toutes les entreprises qui me regardent, avec le BUT, vous avez des techniciens polyvalents. Écoutez bien, en termes de compétences, ils sont capables, donc ils sont très bons en photographie, ils font de la réalisation de vidéos, son montage vidéo,
Il faut du community management. Ça veut dire qu'ils sont capables de réfléchir à mettre en place une stratégie de communication via les réseaux sociaux. Parce que qu'on le veuille ou non, si on n'existe pas dans les réseaux sociaux, on ne vous connaît pas. Et en plus, Danick, ce qui est intéressant, c'est qu'on leur apprend à gérer un média et à concevoir un média, puisque je tiens à signaler que le BUT, ils sont très bons, ils ont des compétences en rédaction web, et je dirais plus, quand on fait un BUT MMI, après on peut se destiner à poursuivre dans des études de journalisme pour devenir journaliste web. D'accord. Et le BTS audiovisuel alors? Alors le BTS audiovisuel, il n'y a rien à dire, tout le monde le connaît. Le BTS audiovisuel, il forme sous des métiers qui permettent d'aller directement. Sauf que les 5 options, il y a 4 options que tout le monde connaît. Son, image, gestion de production, montage. Mais il y a une option qui est sous-cotée, c'est l'option de technique d'ingénierie et exploitation des équipements qui s'affiche à l'écran. Cette option est sous-cotée, on ne la connaît pas. Et moi, je propose, lors d'une prochaine rubrique, de faire un zoom sur cette option. Parce que cette option, elle va vers la polyvalence. Ils ont toutes les compétences des 4 autres options. Et là, c'est intéressant. En plus du fait qu'ils s'occupent de la maintenance et la gestion du matériel. D'accord, j'ai bien compris. Et on se retrouve quand pour la prochaine émission? La prochaine émission, Danick, donc on va se retrouver pour le 15, donc le mercredi 15, pour l'Actu Campus. Merci Marilène et merci pour toutes ces précisions qui intéressent nos jeunes qui regardent et surtout aussi pour les chefs d'entreprise. Surtout pour les chefs d'entreprise. À bientôt. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Et voilà pour le JCL. On va faire un retour sur l'actualité, les informations. On parle du centenaire et même de super centenaires maintenant, qui sont de plus en plus nombreux. Il faut savoir qu'il y a 8 fois plus de super centenaires en Guadeloupe, Martinique, plus que dans l'Hexagone. Donc on voit un centenaire, donc Madame Nébor Germaine, qui a célébré ses 100 ans sur la commune de Petit-Bourg. C'est un reportage d'Olivier Moradel. Ça m'a fait une grande joie. Je suis contente d'avoir ça pour être là avec mes petits, mes arrières, mes voisines, mes amis. Les enfants? Mes enfants. Ma mère, c'est un pilier. Ma mère, c'est une confidente, une amie, une épaule. Ma mère, c'est une mamie, une grand-mère, une mère valeureuse, une mère extraordinaire, monsieur. Je ne saurais trouver de mots pour la qualifier. Il faut se dire, lorsqu'on arrive à 100 ans, ce n'est pas simplement parce qu'on a été en bonne santé, qu'on a eu de bonnes dispositions. C'est aussi, on a su affronter les défis de la vie. On a su surmonter parfois des difficultés, des épreuves et aboutir à 100 ans. Mamie, je ne dirais pas sévère, mais mamie, comment on dit, qui est rigoureuse, voilà, et toujours là pour nous initier de bonnes choses, la pâtisserie, la couture, la lecture, et ensuite on va jouer. Une chose que je vais vous dire, autrefois, les parents n'étaient pas trop gentils. J'ai dit que je ne vais pas élever mes enfants comme ça. Mais quand même, je ne joue pas. C'est une fierté pour la ville de Petit-Bourg, vraiment, de recevoir autant de centenaires. C'est dire la qualité de vie et nous entendons justement protéger cette qualité de vie et faire de sorte que nous ayons encore plein de nos aînés qui vivent longtemps et bien. Le CECAS accompagne en permanence ces personnes vulnérables par le biais d'ateliers mis en place, d'ateliers lecture, d'ateliers de sophrologie, d'ateliers art floral, enfin myriade d'ateliers. Le maire, M. David Nébor, a mis le curseur sur le bien vieillir à Petit-Bourg.
Voilà, des super centenaires. Elle est super en forme en tout cas. On va parler maintenant de la conférence Mai des libertés à Sainte-Rose. La ville de Sainte-Rose organise une vingtaine de manifestations pour parler de liberté et de fraternité entre le 8 et le 31 mai. On va voir cette première conférence qui a eu lieu sur Sainte-Rose avec Vianney Valverde. Tous ceux qui aiment la Guadeloupe, nous sommes tous des patriotes. Le sens étymologique de patriote, c'est un attachement sentimental à un territoire. Vous êtes des patriotes de la France, puisque vous avez défendu la France, au sens même sentimental. D'accord ? L'appel du général de Gaulle, c'était un appel sentimental, n'est-ce pas ? C'était un appel d'attachement à un territoire. On a des anciens, malheureusement, ils ont laissé leur vie pour que nous puissions avoir la liberté que nous avons aujourd'hui. Mais malheureusement, comme je viens de dire à notre camarade, des anciens combattants de Sainte-Rose, on est dans l'ombre, on ne se fait pas remarquer, on ne nous connaît pas. Hein. Et ça, c'est important pour que le jeune, vu la société que nous avons aujourd'hui, on a une société où il n'y a pas de repères. Les jeunes, ils sont perdus. Et c'est notre rôle. Déjà, c'est notre rôle de les faire voir, de les faire comprendre comment l'avenir de demain. On a voulu parler de Félix Eboué, mais sous un angle qui dépassait sa simple participation à l'administration de certains pays de l'Afrique, de la France coloniale. Et c'était aussi une façon pour nous de dire voilà quelqu'un qui sort avec sa famille de l'esclavage, mais qui est arrivé à un sommet de l'armée française, parce que la France libre qui est partie de l'Afrique, c'est une initiative de Félix Eboué. Et enfin, Sainte-Rose aussi a connu Félix Eboué parce que lorsqu'il y a eu une grosse grève dans le domaine de la canne à sucre, du côté de l'usine Bonne-Mère, donc du côté de la Boucan, il a eu un discours sur justement son rôle en tant que noir pour administrer le pays. Et là encore, trouver une façon de jouer un rôle de médiateur entre les usiniers, les colons, les exploitants, les salariés des usines, les coupeurs de canne, etc. Il a fait un discours qui est aujourd'hui encore d'actualité. On doit cultiver le dépassement de certains concepts qui ne peuvent pas faire évoluer notre pays, le dépassement de certaines idées devenues parfois rétrogrades. La Guadeloupe est un pays de mélange ethnique. Nous avons toutes les communautés dans ce pays-là et un homme de peau noire et un homme de peau blanche peuvent être tous les deux guadeloupéens de la même manière sans qu'il y ait de différence dans l'amour du territoire. Voilà, donc tout le mois de mai sur la commune de Sainte-Rose, il y aura différentes conférences, expositions et autres événements pour soutenir ce projet autour du tout monde. On va conclure donc notre émission avec le focus du jour, focus sur la grève des 44 jours en 2009, donc en Guadeloupe. Le 20 janvier 2009, une longue grève générale débutait en Guadeloupe avant de s'étendre sur l'île de la Martinique. Le mouvement dure 44 jours, appelé événement historique pour son ampleur, la détermination des travailleurs et des organisations syndicales. L'appel à la mobilisation du LKP, Lienage contre Profitation, rencontra un énorme succès. Du 20 janvier au 4 mars 2009, tout le pays fut paralysé. Plus de 60 000 Guadeloupéens ont défilé dans les rues dénonçant l'exploitation abusive. Les premières revendications portaient sur le prix de l'essence et s'est propagé progressivement au pouvoir d'achat et aux importantes inégalités sociales. Les travailleurs des différents secteurs de l'économie rentrent en lutte. La grève va rassembler au sein du LKP toutes les forces progressistes de l'archipel, associations, syndicats, indépendantistes. La plateforme du collectif guadeloupéen proposait 146 revendications économiques, sociales, politiques et culturelles. Le conflit social va prendre de l'ampleur. Des affrontements violents avec les forces de l'ordre seront marqués par le décès du syndicaliste Jacques Binot et du motard Steven Fiston. Le 5 mars 2009, Eddie Domota, le leader du collectif LKP, signe un protocole
protocole d'accord et obtient une augmentation de 200 € des salaires minimums, l'accord Bino et un contrôle des produits des premières nécessités. Voilà pour le focus du jour avec les différents protagonistes et quelques photos de cet événement qui est quand même a marqué notre histoire en Guadeloupe. Voilà pour le focus du jour. Au niveau donc de notre émission aujourd'hui, nous avons reçu Jacques Davila pour la chronique de l'eau en toute sauce. L'occasion de faire le petit point sur cette problématique de l'eau qui n'est toujours pas résolue et qui, j'espère, le sera un jour. Avec Alain Plaisir, président du CIPA, on a parlé de cette journée qui aura lieu dimanche, donc plage de Roseau à Capesterre dès 9h. Et il sera question de parler de l'autonomie qui est viable. Donc c'est une invitation à une journée citoyenne. Avec la GIPSA, on a reçu donc Valérie Baltide, Jean-Manuel Rosette et Samuel Ambroise pour parler de cette journée porte ouverte qui aura lieu donc ce samedi à l'ESAT de Dugazon aux Abîmes dès 9h. Donc l'occasion de pouvoir découvrir tout ce qu'ils font avec les personnes en situation de handicap. Avec Marilène Ferdi, on a parlé du Campus Luminance et de différentes formations disponibles en Guadeloupe. Au niveau de l'actualité, il était question de la cérémonie donc de Gourbert du 8 mai, cérémonie commémorative qui s'est déroulée pour honorer les personnalités qui ont participé à cette événement. On a parlé aussi donc des centenaires, notamment de Madame Germaine Nébor sur la commune de Petit-Bourg qui a fêté ses 100 ans. Et il était question de la conférence Mai des Libertés à Sainte-Rose. Voilà, différentes manifestations qui ont eu lieu cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end parce que nous sommes vendredi, on se retrouve lundi avec Danick Zandonis. À la réalisation, il y avait Jordan. Et je vous souhaite un bon week-end. Bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné.